Ok. Alors, je vais repartager mon écran. Juste pour montrer, avant de passer à la suite, je vais vous envoyer ce lien. C'est le lien vers la matrice de fonctionnalité du RAD Studio, d'accord. Donc, c'est un PDF, hein, il y a pas mal de pages. Dans ce PDF, il y a toute une partie qui est une partie UML, modélisation, d'accord. N'hésitez pas à aller voir, ça vous permettra tout ce qui est page 8. Ça vous permettra. Alors, vous pouvez trouver celui qui est pour Delphi, hein, ou celui sur RAD Studio. Forcément, celui sur RAD Studio, il y a plus de choses, quoi. Mais vous trouverez aussi l'équivalent dans Delphi ou dans C++ Builder, dans la matrice Delphi ou C++ Builder. Et vous trouverez donc tout ce qui est faisable en fonction justement des versions professionnelles, entreprise, Ultimate, Architect, et ainsi de suite, quoi. D'accord. Vous remarquerez d'ailleurs que dans la professionnelle, on n'a pas tous les diagrammes, les autres diagrammes UML, ils sont pas. On n'a pas la génération de la documentation. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont pas possibles, quoi. Voilà. Donc encore une fois, ça c'est celui sur le RAD Studio. On aurait pu aussi aller voir celui sur Delphi. D'accord. Alors, vous aurez une petite différence, notamment parce que par exemple, dans Delphi, vous avez logiquement, je vais vérifier en fait. Voilà, Delphi, il y a une version starter, il n'y a pas une version starter du RAD Studio, donc ceux qui ont la starter par exemple, forcément il y a moins de pages aussi. Là, ça se trouve voilà, à partir de la page 7. Hein, donc là, ceci dit en UML, je ne sais même pas s'il y a que nombre. En UML, c'est vite vu, sur la starter, il n'y a rien, donc de toute manière. Voilà, je vous mets le lien. Alors bien entendu, ceux qui sont en C++, hein, peuvent aussi trouver également la matrice C++. Allez, on va donner le lien. Après, on va me dire que je parle jamais des gens du C++, ils vont être fâchés contre moi. On va en profiter justement de ce chèque. À une époque, il y avait des choses qui n'étaient pas disponibles sur le C++ Builder. Il me semble que tout a été sur la partie UML, hein, je parle. Hop. On va jeter un œil justement pour voir. Hop, UML. On a tous les autres diagrammes UML. Ok. La génération de la documentation, les audits. Bon, a priori, hein, maintenant c'est à peu près au même niveau que. Je pense même que c'est au même niveau sur la partie UML. Voilà, donc vous avez les trois diagrammes, ça vous permet de voir en fonction des produits et surtout en fonction des versions, quelles sont les fonctionnalités UML que vous avez. Alors là, on en parle pour l'UML, mais la matrice de fonctionnalité, c'est bien d'y jeter un œil aussi pour toutes les autres fonctionnalités, voir selon ce qu'on va acheter, qu'est-ce que j'aurai, qu'est-ce que j'aurai pas. Ok. Donc du coup, on a vu comment faire de la modélisation, comment à partir de cette modélisation, on pouvait faire générer de la documentation, avoir des diagrammes et ainsi de suite. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on va voir qu'on peut également générer ce qu'on appelle les audits et les métriques de notre code. D'accord ? C'est ce qui va nous permettre en fait de déterminer est-ce qu'on a bien codé selon certaines règles, certains paramètres que l'on a définis, d'accord, et quelle est la qualité en fait de notre code. D'accord. Donc ça, on a possibilité de le générer quand on est sur les diagrammes de modélisation, en cliquant avec le bouton droit et en faisant audit du contrôle qualité ou métrique du contrôle qualité, mais en fait, on l'a également quand on est dans le projet, on a audit et métrique et audit du contrôle qualité. Alors, imaginons par exemple, encore une fois, on ne parle pas de ce qui est visuel, donc là,
je fais des démos en VCL, mais c'est la même chose en FireMonkey, hein, il n'y a pas de différence là-dessus. Ok, imaginons, on va faire ça par exemple, peu importe. Ok. Ici, je vais faire donc if checkbox 1.checked begin and, et sinon else begin and. Je fais n'importe quoi d'autre, hein, ça n'a pas d'importance. Ici, on va se faire une variable A, B, C, D, les entiers par exemple. Et là, on va faire A de point égal à C O, B de point égal à 1, C de point égal à 2. Mon code n'a aucune importance et ne veut rien dire, je suis bien d'accord. Il n'a aucun intérêt, ce que je voulais dire. Le but, c'était pas ça. Voilà. Ok, je vais aller enregistrer tout ça. Je suis d'accord, mon code est complètement stupide. Mais c'est le but. Ok. Démo 4. Ok, donc imaginons que j'ai codé, d'accord, j'ai fait mon application et on m'a demandé maintenant à chaque fois, à chaque génération de version, par exemple, de générer les audits et les métriques du code pour voir si je suis bien dans les règles qui sont fixées par la société au niveau du développement, vérifier si ça correspond bien. Je l'ai dit, j'aurais pu passer par la modélisation, d'accord, et générer les audits et les métriques. Je peux également le faire directement dans le menu projet, audit et métriques. Imaginons que je parte sur audit et je vais tomber en fait sur un tableau. D'accord, donc j'ai bien précisé ici le projet qui est concerné, d'accord. Donc ça peut être pratique, hein, notamment par exemple, je fais voilà, tous mes développeurs, on va dire, en interne, maintenant ils sont habitués, ils respectent bien les règles et tout ça. Par contre, je fais intervenir un prestataire externe je lui mets certaines règles, voilà, de développement et ça va être une manière de vérifier est-ce que du coup le code qui a été généré par cette personne correspond bien aux standards qui sont définis dans la société. Donc en fait, comment ça fonctionne, d'accord? Donc tout simplement, je vais retrouver toute une série d'audits, d'accord, de types de choses que je vais auditer. Donc, on voit que c'est des cases à cocher à chaque fois. Hein. Il y a tout ce qui existe qui est coché ou pas, d'accord. Et sur chaque option, je vais voir, je vais pouvoir définir la sévérité de ce que j'imagine. Est-ce que c'est juste de l'information? Est-ce que c'est un avertissement? Ou est-ce que c'est fatal? C'est vraiment quelque chose que... voilà. Alors, sur certains, après, il y a d'autres paramètres qui sont à prévoir, d'accord. Et je vais de cette manière-là définir en fait quelles sont toutes les règles dans ma société. Une fois que je vais définir ces règles, je vais bien entendu avoir la possibilité de les enregistrer, d'accord, pour pouvoir ne pas avoir à les définir sur chaque poste, d'accord. Donc je vais enregistrer ma configuration de mes différents audits. Et sur les autres postes, je pourrais aller, voilà, on le voit ici, charger, d'accord, l'ensemble des audits. Je peux ici tout sélectionner, désélectionner, peu importe. Donc j'ai sur chaque type, hein, donc il y en a qui ne sont pas définis hein, pour l'instant, ils ne sont pas cochés, d'accord, donc ils ont beau avoir des informations, ils ne sont pas cochés. Parce que je définis que les fichiers longs qui font plus de 2000 lignes, c'est une erreur, d'accord. Imaginons que je définisse ici, que je dise, voilà, tous les fichiers qui font plus de 10 lignes, en fait, j'estime qu'il faut générer un avertissement. D'accord. Parce que je définis que la longueur de mes lignes ne doit pas dépasser, d'accord, donc ça n'a pas été coché, mais ça, je pourrais cocher. Donc je vais regarder, d'accord, en fonction des différents déclarations, alors duplicate code, hein, par défaut c'est coché, c'est ce qui m'intéresse, c'est pour ça que j'ai fait le code que j'ai fait, d'accord, dans lequel je peux définir que
le code dupliqué, d'accord, dans des branches, par exemple, dans des branches conditionnelles, donc if, sinon, hein, d'accord. On voit bien, à chaque fois, il y a un exemple en dessous qui existe, hein, qui explique. J'estime que c'est au-delà de 1, et là, c'est vérité, c'est l'avertissement seulement. Ça pourrait, je pourrais définir que c'est fatal, hein, que c'est une erreur, que c'est quelque chose que je refuse dans les standards de la société dans laquelle je suis. D'accord. Donc, encore une fois, je définis tous mes paramètres. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire démarrer. Donc lui, il va auditer mon code et il va tout simplement me générer un tableau. D'accord. Le tableau, il me génère là en dessous. Je pourrais le détacher si je veux l'avoir à part. OK. Et je vais voir en fait tout ce qu'il m'a généré. OK. En l'occurrence, je remarque que j'ai un avertissement pour le fichier long. D'accord. Normal, j'ai mis 10 lignes, hein, donc forcément, je dépasse les 10 lignes, d'accord. OK. Donc j'en ai deux en fait, j'en ai même j'en ai un sur le projet en fait. On voit bien que je dépasse les 10 lignes. Et j'en ai un sur mon unité. D'accord. Donc il me suffit de double-cliquer en fait. Hein. Je vois quel est le fichier qui est concerné. D'accord. Ici c'est le fichier unit9.pass. Ici c'est le fichier demo4.dpr. Et à la ligne, dans certains cas, bon là c'est le nombre de lignes trop long, donc la ligne n'a pas d'importance. Hein. Dans certains cas, ça pourrait avoir une importance. D'accord. Ici, j'ai par exemple, dans l'unité 9, le champ checkbox qui n'est pas initialisé. D'accord. C'est juste un avertissement, c'est pas une erreur, d'accord. Ici, je vais avoir, c'est quoi qui m'a soulevé là? Voilà. Ok, donc ça peut être aussi voilà, quelque chose qui ne se fait pas, dans le sens où il me met plusieurs instructions sur une même ligne. Encore une fois, c'est en fonction de tous les paramètres que j'ai définis dans les audits que je prenais en compte. Et on voit bien, c'est ligne 29, il me suffit de double-cliquer dessus, et automatiquement, je me retrouve positionné sur la ligne qui est concernée. Bien entendu, on va retrouver le code dupliqué dans les branches conditionnelles, d'accord. Ici, j'ai bien le fragment 1, d'accord, ligne 33, donc c'est bien, on commence de A0 au B1. Et ici, j'ai bien le fragment 2, donc l'autre code qui est dupliqué. D'accord. Donc ici, je l'ai mis en avertissement, si on va le mettre, on va changer, on va... Hop. Duplicate code, là on va mettre que c'est pas un avertissement, on va dire que c'est fatal par exemple, d'accord. Moi j'estime que je ne peux pas déployer mon application si j'ai ça, donc on voit bien ici que là du coup c'est passé en type fatal, d'accord. Alors bien entendu, maintenant si je m'amuse à, hop. Ok, moi j'ai fait mon application, le développeur a fait son application, les responsables ont généré les audits sur le code qu'il a fait, et du coup ils retournent voir le prestataire, par exemple, ils disent, eh bien, écoute, on a regardé, nous ça va pas, là, a priori, tu as dupliqué du code, là aussi, là, tu as plusieurs instructions sur la même ligne, et ainsi de suite. Ça ne nous convient pas, ça ne convient pas à nos standards. Donc le développeur va faire ses modifications, d'accord. Ici, par exemple, il pourrait mettre... Ok, et ici, il va faire une procédure, par exemple. Alors du coup, il va pouvoir également utiliser le refactoring. D'accord, je peux très bien faire ça, dire refactoring, extraire une méthode, mise à jour variable. Sauf que du coup, là, les variables, elles sont en local, donc il ne va pas falloir les mettre en local, on est bien d'accord. Nouveau nom, donc c'est un nom de variable, hein, donc on va éviter MAJ variable, c'est un nom de variable. Ok. Ok, j'ai bien MAJ variable. Sauf que du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire ça, parce que ça serait idiot, hein, en principe, on est d'accord. Et on pourrait se mettre ici, voilà, hop, variable, hop. Et du coup, remplacer ça par, hop. Qu'est-ce que j'ai
D'accord. Si je le refais actualiser ici, d'accord, on voit bien que j'ai plus mon code dupliqué. Alors, j'ai toujours le code dupliqué dans le sens où j'appelle deux fois dans une condition où c'est ou ça, j'appelle le même code. Donc, on est d'accord, encore une fois, que c'est idiot. Donc, là, on retourne voir un prestataire, on lui dit, ok, c'est bien, mais c'est toujours débile ce que tu as fait. D'accord. Donc, là, en l'occurrence, quel que soit ce qui est fait, ok, on réactualise. Et là, on n'a plus le duplicate. D'accord. De la même manière qu'on n'a plus les quatre instructions qui étaient sur la même ligne et d'accord. Donc ça va me permettre vraiment de vérifier la qualité du code, encore une fois, en fonction de tous les paramètres que j'ai définis. D'accord. Alors, je ne sais pas ce qui reste, donc le champ checkbox 1 n'est pas initialisé, d'accord. C'est de manière générale ici, il n'est pas utilisé, il n'est pas initialisé. Ouais, bon, ça on s'en fiche, c'est juste un avertissement pour en l'occurrence le mettre. Le fichier long, bon ça, c'est mes paramètres, on est d'accord que j'ai mis 10, mais ce serait pas terrible. Ok, donc c'était où? Donc l'icône qui est là, c'est pour actualiser, donc ça actualise. Et ici, c'est pour redémarrer, donc je reviens sur la sélection. C'était où le long file, voilà, donc on va pas mettre 10, hein, bien sûr. Allez, on va dire que 10 000, on ne veut pas avoir de fichier de plus de 10 000 lignes, voilà. Donc, je sais plus, voilà. Bon, après, j'ai plein d'autres choses à moi de définir. Ça, je sais pas ce que c'est utiliser la classe Pascal dans le champ D. Utiliser la classe Pascal, d'accord. Je sais pas ce qu'il veut dire par là. Bon. Ok, donc après, à moi de définir encore une fois mes paramètres. Il y a toute une série de paramètres. On voit hein, dans les paramètres ici, il y a plein de choses. Vérifier les membres qui ne sont pas utilisés. Ok, il y a plein de choses. Invalide type cast hors check. Les exceptions qui ne sont pas prises en compte. Les conventions de nommage, d'accord. Donc je pourrais, voilà, c'est ça. Ah oui, c'est la manière, donc c'est ça la convention de nommage, c'est parce que je pense qu'il veut une majuscule. Je prends la première lettre une majuscule, mais là j'ai qu'une seule lettre. Voilà, c'est bien ça, les conventions de nommage. Ok, il y a la description à chaque fois, si je ne comprends pas, hein, je clique avec le bouton droit sur une abréviation, d'accord, je fais afficher la description. Et on retrouve la description de l'opération et très souvent, il y a je crois que c'est tout le temps, même, je ne crois pas qu'il y ait de cas où il n'y a pas d'exemple. Il y a un exemple de code dans lequel il explique le pourquoi du comment, ce qui est correct, là on voit, voilà, d'accord, incorrect et ce qui est correct. Donc voilà, s'il y a des cas que je ne comprends pas, là, voilà. Donc il me dit incorrect et correct, ça serait pour le champ checkbox pas initialisé. Ouais, c'est juste de l'initialiser dans le create, quoi, en fait. D'accord, donc ça va nous permettre vraiment de comprendre, enfin de voir la qualité du code, en fait. D'accord. Encore une fois, à nous de définir, ce qui va être un petit peu long, c'est bien définir les règles. Une fois qu'on les a définies, on enregistre et puis on récupère ça pour tout le monde. Ça, on a vu qu'on peut le générer directement en allant dans projet. Où c'est que c'est? Pardon. Hop, là je suis déjà dessus. Donc, projet, hop. Projet métrique et audit. D'accord, on va voir les audits, les métriques juste après. On a également, comme dans Gendocli, en fait, la possibilité de faire ces programmes files, Embarcadero, RADstudio, 11.0, bin. Et là, on a un exe qui s'appelle auditclip.exe, qui peut être appelé en ligne de commande en lui passant des paramètres, bien entendu, et qui va nous permettre justement de pouvoir automatiser la génération des audits sans demander aux développeurs d'aller à chaque fois faire projet, générer les audits. Bien entendu, tous ces audits, hop là, audit, contrôle
qualité. Après, le résultat démarrer, ok. Tout ça, ça s'enregistre ou ça s'imprime. Hein. Donc on peut, fichier HTML, au format HTML ou XML. Donc on peut l'enregistrer, d'accord. Pour l'application en ligne de commande, je vous recommande également la même chose que tout à l'heure. Cette documentation qui vous explique voilà, tous les paramètres qui sont à passer à l'exé pour pouvoir exécuter les audits et les métriques en fait. Hein, c'est le même exé, on va voir les métriques là, c'est le même exé qui permet de faire l'exécution des audits et des métriques. Ok, donc là on a vu comment faire, comment générer les audits et du coup comment pouvoir vérifier la qualité de notre code, d'accord. Et de la même manière, en fait, on a possibilité de générer ce qu'on appelle les métriques. Donc, comme tout à l'heure, je peux l'avoir dans la modélisation quand je clique avec le bouton droit sur les diagrammes, et je peux également l'avoir ici dans projet métrique du contrôle qualité. Comme pour les audits, je vais trouver toute une série de paramètres, simplement à chaque fois, je vais avoir beaucoup plus de paramètres très souvent, à chaque fois à paramétrer, à définir quoi, sur chaque cas, puisque c'est pas juste un message d'erreur. Contrairement aux audits, hein, c'est pas juste un message d'erreur pour dire soit c'est un avertissement, soit c'est fatal, soit c'est machin, soit c'est truc. C'est plus savoir si on est, est-ce que ce qu'on a fait est bien dans les fourchettes, d'accord, savoir si on est dans le bon cadre en fait. Donc il y a plein de choses avec l'encapsulation, l'héritage, le polymorphisme, le ratio de commentaires en fait, hein, donc, qui peut être aussi pris en compte. Ok. Donc les mêmes fonctions pour enregistrer et charger une fois que j'ai défini tous mes paramètres. Et comme pour les audits, je vais pouvoir faire démarrer ensuite. Et je vais retrouver tout simplement mon code. En fait, c'est la même fenêtre. On voit qu'on avait audit ici, on a métrique ici, d'accord. Donc je ne suis pas obligé de faire deux fois l'exécution. Ok. Je peux passer de l'un à l'autre très facilement. Et simplement, une fois que je vais être là, je vais... Est-ce que j'en ai... J'ai quelqu'un qui est en rouge? Non, j'ai pas de choses qui sont... Cliquez avec le bouton droit, toujours pareil, afficher la description, ça c'est comme dans les edits, d'accord, dans les audits, pardon. Et cliquez avec le bouton droit pour avoir ce qu'on appelle le graphe de Kvyat, qui va nous permettre d'avoir ce genre d'écran, d'accord. Et le principe c'est de dire, ça, tant que je suis en fait dans le cercle qui est censé correspondre à voilà, ce que j'ai défini, je suis correct, d'accord. Donc, ok, là, le nombre d'attributs, je suis correct, j'ai pas dépassé. Logiquement, dès que je sors du cercle, c'est que ça veut dire que quelque part, j'ai un point qui va pas. D'accord. Donc ici, j'ai un point sur ce point-là, DOIH, profondeur d'héritage, de hiérarchie d'héritage. Donc après, voilà, chaque trait représente un point, hein, et je suis censé, logiquement, si tout va bien, rester dans ce cercle, et ça veut dire que, d'accord. J'ai pas de clic droit ici. Je pensais que j'avais clic droit pour pouvoir voir les fonctions, enfin le détail sur ce que c'est chaque truc, mais non, a priori, je suis obligé de passer par le tableau projet, hop, pardon, c'est pas là, projet métrique. Ok. Donc dans le tableau, là, j'ai bien la possibilité de voir, afficher la description à chaque fois. Donc encore une fois, là pareil, on peut faire redémarrer, retrouver les différents paramètres sur les métriques. Le nombre de lignes de code, d'accord, dans les classes, la limite mini, la limite maxi, d'accord. Si dans une classe j'ai plus de 1000 lignes de code, ben, je vais estimer que je serai en dehors du cercle en fait. Hein. Compter les lignes blanches, voilà, c'est mis à false, d'accord. Donc à chaque fois j'ai plein
plein de paramètres, ok. Le nombre d'attributs, le nombre de classes, le nombre de membres, le nombre d'opérations, les tailles de package. Il y a plein de choses à paramétrer. La cohésion, la complexité, tout ce qu'on peut voilà, quantifier. Parce qu'on peut pas, après il y a des choses qu'on ne peut pas deviner, quoi, mais tout ce qui peut être quantifiable dans nombre d'héritage, nombre de propriétés, nombre de machin, nombre d'héritage d'une classe, et ainsi de suite, quoi, tout ça, voilà, qui peut être calculé, va être intégré directement. Si c'est pas quantifiable, si on le retrouvera en fait dans les audits. Et par contre, on peut pas, voilà, ici il y a une série de paramètres, hein, comme dans les audits, on ne peut pas rajouter son propre paramètre. Hein. C'est voilà, il y a toute une série définie, on coche sur ce qu'on veut ou pas, on définit les paramètres sur ceux qui nous intéressent, mais en aucun cas on ne peut créer ses propres paramètres. D'accord, donc c'est quelque chose qui est bien entendu adapté au niveau du code, hein, donc si vous faites du C++, ce sera des choses spécifiques au C++, okay. Si vous faites du Delphi, ce sera les paramètres spécifiques au C++. Donc il y aura certainement un nombre de paramètres qui seront identiques, mais il y aura des particularités dans les deux cas. Hein. On pourrait faire un test, par exemple. Si je fais juste... allez, peu importe. Oui. Ok. J'ai pas de métrique là. Ah. Alors, si on fait la modélisation, du coup... Oui, par contre, du coup, il va vouloir enregistrer, forcément. Et il est obligé, il le fait pas en mémoire. Il le fait jamais en mémoire, il le fait par rapport au fichier, donc c'est obligé que tu sauvegardes de toute façon. Oui, tout à fait. Un peu... C'est bon, 5, par exemple. On s'en fiche, le nom, ça n'a pas d'importance. Ok. La terre. Ok. Par contre, il n'a pas l'air de me le proposer là. On va voir la modélisation. Ok. Ouvre pas mon diagramme, moi je veux mon diagramme, moi. Imaginons que je fasse une nouvelle unité C++ Builder, ok. On va enregistrer déjà. Pas cool ça. Déjà il m'ouvre pas mon diagramme. Je vais quand même vérifier quelque chose. Tout à l'heure on parlait de... Normalement on est toujours sur la future matrix C++ Builder. Oui, tu les as les audits C++. Voilà, c'est ça. Dans voir apparemment le menu voir audit C++. C'est vrai le Delphi. Enfin,
Voilà, audit C++. D'accord. D'accord. Ouais, il n'y a que les audits dans C++. Ok. A priori, on n'a pas les métriques. On a juste les audits. On a juste les audits. Ok, bon. Donc c'est à savoir, voilà. Je pensais qu'on avait que c'était à l'identique, mais non, sur la partie C++, on a juste les audits. Et en effet, merci à la personne qui nous a donné l'info, on l'a dans voir et pas dans projet comme dans Delphi. Par contre, du coup, on n'a pas les métriques. Je suppose que là, si on cherche les métriques, on ne va pas le trouver. Non, il n'est pas. Donc on n'a pas les métriques, on a juste les audits dans C++. Ok, voilà. Ok, donc on a vu comment on pouvait faire les audits, les métriques, d'accord, ce que ça nous permettait de générer, de voir sur la qualité du code. Pour finir, assez rapidement, hein, parce qu'on n'a pas, il ne reste pas beaucoup de temps, on va voir, parce qu'on a eu une question là-dessus, comment on pourrait gérer les fichiers langues, et on va regarder ça sur FireMonkey. On va créer une application FireMonkey, application de bureau. C'est plus ça. Application bureau FireMonkey, HT, ok. On regardera vite fait aussi dans la VCL comment ça se passe. C'est complètement différent. C'est pas géré de la même manière, par contre, dans la VCL et dans FireMonkey. Donc dans FireMonkey, en fait, on a tout simplement un composant, ben, il est là en fait, qui s'appelle tlang, d'accord. Alors on va d'abord positionner des composants, d'accord. Ok, donc on pourrait mettre par exemple ici une propriété texte valider, 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 ok. Ici on pourrait mettre prénom. Ici on va mettre nom. Ok. Ok, donc on positionne sur notre fenêtre les différents composants qui m'intéressent, d'accord. Et j'ai dans FireMonkey un composant qui s'appelle tlang. Ce composant, je vais venir le poser sur chacune de mes fenêtres, d'accord. Il a différentes propriétés. Par défaut, il a une propriété store inform qui va préciser, donc comme elle est à true, qui va stocker les informations dans le fichier ressources dans le fichier FireMonkey, d'accord. On aurait pu préciser filename, et dans ce cas-là, on va avoir comment ça s'appelle, un fichier dans lequel on va vouloir un fichier externe, voilà, dans lequel on va stocker des informations, d'accord. Et pour rajouter des langues, pour gérer en fait ce qui va être traduit, tout simplement, on va double-cliquer en fait sur notre composant des langues, et on se retrouve sur un onglet, sur une fenêtre ici, qui va me permettre de rajouter les différentes langues et de les traduire. Par défaut, au passage, on va remarquer qu'il a parcouru ce qui était... Alors, il m'a rajouté des choses qui sont spécifiques, d'ailleurs, je sais pas pourquoi il m'a mis ça, d'ailleurs, c'est spécifique au développement mobile, pas pourquoi il m'a mis ça. C'est des propriétés que tu as quelque part. Et on retrouve bien, donc... C'est des propriétés que tu as quelque part qui ont été définies automatiquement par les composants. Elles sont quelque part, il ne les a pas inventées. Hein. Oui, c'est peut-être, ça doit être sur la fenêtre, en fait, les propriétés qui existent par défaut. Je vais pouvoir ici donc rajouter des langues, d'accord. Donc on pourrait faire ici, on va rajouter FR, d'accord. Et tout simplement dans chaque langue, je vais. Alors, dans le principe, on code son application en anglais et là on va mettre les autres langues. Parce qu'après il y a les problèmes d'accent et compagnie qu'il vaut mieux éviter dans le fichier source, enfin l'original on va dire.
on aurait pu mettre là, t'as US, écrit. par exemple, ici. Ouais, voilà. Mais normalement, on fait Et l'inverse. ici, faire cancel, d'accord. Dans nom, je vais mettre name, voilà. Dans prénom, first name. Dans valider, on va mettre aller OK, d'accord. Et donc ensuite, il me suffira tout simplement ici de sélectionner la langue qui m'intéresse, d'accord. Si je me mets en US. C'est pas là. Ça, c'est juste l'éditeur. Ça, c'est juste l'éditeur. C'est pas là qu'il faut le faire. Faut que tu le fasses dans langue, effectivement. Ou là, t'écris US en dur. Et tu décoches l'auto-select. Et tu décoches auto-select, sinon il va trouver que tu as local et française. Là, ça doit marcher en run. En run. Hein. Et j'ai bien donc voilà, l'application qui est traduite. D'accord, donc dans FireMonkey, encore une fois, c'est ce qui est fourni en standard. Après, si vous avez envie vous de gérer les langues différemment, d'une autre manière, vous pouvez très bien le faire. D'accord. Donc je vais donc dupliquer forcément ce composant sur toutes les fiches, hein, et ça va être stocké. Donc encore une fois, hein, soit c'est store in form et c'est dans les fichiers ressources avec la forme, hein, soit je précise un file name, je ne mets pas store in form. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir stocker ça dans un fichier directement. De la même manière, quand je suis là, en fait, ici, je peux charger un fichier, en fait, dans lequel, ou enregistrer le fichier, d'accord. Si on enregistre ça sur le bureau, test, ok, je suis enregistré. Ok. Ici, ouais, il m'a enregistré ça. C'est cool, et je pensais que c'était tout en clair, en fait. Non. Et j'aurais pu faire charger pour télécharger depuis un fichier texte généré ailleurs, d'accord. Donc après, quand vous allez mettre des nouveaux composants, vous faites réanalyser les chaînes qui est en bas à gauche de l'assistant qu'on voit là. Là, dès que vous avez. Et vous pouvez également, avec le bouton, voilà, par exemple. Je rajoute ici bouton. Mmh. Ok, je fais analyser les chaînes et automatiquement j'ai bien bouton 3 et bouton 4. Et en haut à droite, vous avez un plus et un moins pour supprimer. Voilà. Typiquement Ouais, le iPhone, etc. Vous pouvez supprimer. Voilà, ça, Et si vous avez vos propres chaînes de caractères, parce qu'après si vous faites des show messages et compagnie, rien ne vous empêche d'utiliser le plus pour rajouter justement vos chaînes directement là. Après, il suffira d'appeler le composant en lui passant le texte pour qu'il traduise automatiquement en fonction du langage dans lequel il est actuellement. D'accord, donc ça serait le principe d'utilisation dans FireMonkey pour les langues. Dans la VCL, c'est un petit peu différent en fait. Ok. On s'en fiche. Application fiche VCL. Label. Okay. Dans la VCL, il faut que je me rappelle dans quel menu c'est. Dans projet. Voilà, langue. Donc je vais avoir possibilité ici dans langue de rajouter dans. Alors je vais d'abord aller enregistrer mon projet parce que là il va me générer des fichiers par contre. Hop. Alors sincèrement, autant dans FireMonkey, je ne sais pas s'il existe déjà des composants qui permettent de gérer les langues. Dans la VCL, il existe sur le marché des tas et des tas de composants externes qui permettent de gérer des dictionnaires, différentes langues et ainsi de suite. Là, ça, c'est la méthode fournie en standard. Donc on a dit c'était dans projet, langue, ajouter. Ici, je vais sélectionner en plusieurs projets, j'en ai qu'un, donc je sélectionne mon projet, d'accord. J'ai sa langue de base, d'accord. Je peux modifier sa langue de base si je ne veux pas que ce soit le français, d'accord. Que ce soit autre chose. Ici, je vais cocher quelles sont les langues que je veux rajouter, d'accord. L'allemand suisse, l'anglais États-Unis, ce que je veux, l'espagnol, voilà.
et je vais faire suivant. Ici, j'ai la liste de toutes les langues qui ont été rajoutées, d'accord. Suivant. Là, il va me proposer de créer des nouveaux, parce qu'elles n'existent pas. Je vais faire suivant et terminer. Il va me demander de recompiler parce qu'il va me créer des ressources. OK. Et on voit qu'il m'a créé, d'accord, des fichiers DFM qui sont ici, d'accord, dans lesquels je vais pouvoir venir et définir ce qui est traduit, ce qui n'est pas traduit, et ainsi de suite. D'accord, mettre les valeurs, il est où mon bouton? Voilà, mon bouton 1, il est là. Donc définir est-ce qu'il est traduit, oui il est traduit, et s'il est traduit, quelle est la valeur en anglais, d'accord, directement. Ok, donc il m'a bien généré ça pour chaque langue. Ici, je suis bien en espagnol, enfin chaque langue que j'ai choisi, d'accord. Et ici, je suis bien en allemand suisse. Si on regarde au niveau des répertoires, hop, on voit que j'ai des sous-répertoires avec, pour mes différentes langues, espagnol, ça c'est anglais US, et ça c'est allemand. Et à chaque fois, les fichiers qui vont correspondre pour être pris en compte. D'accord. Et les fichiers ressources qui sont générés au final. D'accord. Donc il va bien me générer en fait des fichiers pour chaque langue en fait, et il va falloir que j'aille dans chaque langue pour mettre toutes les traductions. Ensuite, il me suffit de jouer sur la langue par défaut en fait dans l'application pour qu'il change et qu'il prenne. D'accord. Là, il est basé par contre sur les langues, les codes langues Windows en fait. Donc, ça sera pris en compte automatiquement en fonction du code langue Windows et normalement, il prend également en compte en fonction de la version de Windows, il s'adaptera automatiquement. Bon, c'est bien de manière complètement différente. Sincèrement, il existe plein d'autres composants pour la partie VCL qui, de mon point de vue en tout cas, remplissent toutes ces fonctionnalités, voire en font plus, et certaines fois plus simplement en fait. Après, c'est que mon avis, hein, mais même dans certains produits qui... alors par contre, j'en connaissais un il y a longtemps, qui s'appelait Decalang. J'avoue que je ne sais pas si sa localisation package, c'était pas... Bon, il y en a plein d'autres, hein, sincèrement, sur la VCL, il y en a à l'appel. Hein. Il faut faire attention par contre, vérifier avant de vous lancer déjà dans le truc, c'est si par exemple vous prévoyez de faire du 64 bits, vérifiez qu'il supporte bien le 64 bits. Parce qu'il y en a pas mal où ça justement ça utilise des types pas 64 bits et du coup vous auriez du boulot pour le migrer. Voilà, il y avait un produit. Alors après, j'avoue que je ne sais pas si Declalang, translation éditeur, mais ça c'est l'éditeur simplement. J'avoue que je ne sais pas si ça a été porté sur les dernières versions de Delphi. Mais c'était quelque chose de gratuit. Bon, il existe plein d'autres. Hein. Que ce soit gratuit ou payant, il y en a pas mal. Vous pouvez encore une fois sur la VCL utiliser le système qui est fourni, il n'y a pas de problème. On peut revenir sur projet langue pour retirer des langues, ajouter une langue, activer une langue, d'accord, mais on peut le faire par le biais du code également. Après, c'est juste de mon point de vue que sur la VCL, il y a des tas et des tas de choses qui existent qui sont beaucoup plus pratiques que le système fourni ici. Mais après, vous êtes libre. Par contre, pour les constantes, c'est une bonne question qui est à cette question-là. On va lire les questions après, mais... Je sais plus le répertoire, mais c'est dans les sources en fait de Delphi, il est quelque part. Et il change en fonction de... T'as pas montré non plus, éventuellement tu peux montrer le BDS Lang dans Bean. Ah oui. Parce que justement, lui va justement changer. Il va... Alors ton Delphi est lancé, je pense qu'il va te jeter, mais si tu le lances. Mais quoi qu'on va... Attends, juste là, je vais voir.
Ah oui, pour le pass. Un truc comme ça. Bien joué. Ouais, Bien joué. Là, du coup, tu as le chemin. Ouais. tvcl.const. Voilà. Donc il faut savoir en fait qu'aujourd'hui le Delphi, quand vous installez Delphi, vous propose par défaut 3 langues déjà, donc chinois, allemand, anglais. Donc vous pouvez Non, trouver déjà japonais. les japonais, pardon, oui, pas chinois, japonais et allemand, et français, pardon. Non, il n'y a pas allemand, je sais plus, bref. Donc déjà, il vous générera des fichiers const dans les différentes langues. C'est 4 langues, oui. Je sais plus s'il y a l'allemand, il doit y avoir l'allemand. Oui, oui, il y a l'allemand. Ouais. Je le confirme. Et donc dans les fichiers const, voilà, vous pouvez retrouver ça. Mais attention. Et Ouais. justement, quand vous allez dans ces programmes files, alors on va juste fermer ça, parce qu'en effet, je pense que Oui, il veut que ça soit pas. fait, Il veut pas que ça soit chaud. ouais, je suis pas sûr que ça lui plaise. Alors dans Programme File, Embarcadero, File Studio, parce que des fois j'ai aussi des demandes des gens qui me disent oh, je veux un Delphi, mais je veux un Delphi en anglais. Il faut savoir que le Delphi est multilingue, hein, maintenant le RAD Studio est multilingue. Il y a plus... Avant il y avait une époque où on achetait soit la version française, soit la version anglaise. C'est plus le cas maintenant. Et donc on a un BDS 7 langues qu'on retrouve dans le répertoire BIN, qui justement va me permettre de définir 2 paramètres, la langue de l'interface de l'EDI, d'accord, français ou anglais, d'accord. Moi j'ai installé que 2 langues par défaut. Donc c'est en fonction des langues. Si vous n'avez pas installé la langue, ben, vous retournez dans Embarcadero, RAD Studio X4, vous faites modifier, d'accord, modifier, réparer, faites pas réparer ou désinstaller, mais modifier, vous cochez ensuite les langues qui vous intéressent. Donc ça c'est la langue de l'IDE, anglais par exemple. Et langue de la bibliothèque, en fait, ça va être la même chose, mais pas pour l'IDE, mais justement pour les fichiers const, hein, pour tous les messages, enregistrés, machin, Donc si vous prévoyez de faire réellement un développement donc multilingue, je vous invite vraiment à utiliser au niveau de langue de la bibliothèque la version anglaise, de façon à ce que ce soit votre référence. Parce qu'après, il y a pas mal d'outils justement de traduction qui vont pas aimer les accents, tous les caractères étendus. Donc vaut mieux partir sur une version anglaise comme base et traduire en français. En plus, ça vous permet de voir Donc là, justement ce que si vous je allez viens dire. en anglais, hein, je fais OK, oui, et que je relance le RAD Studio. Et attention, le message que vous tirez à cliquer très rapidement, il vous prévient justement qu'il remet à zéro tout ce que vous auriez pu personnaliser. Alors si par exemple vous avez modifié votre barre d'outils, des choses comme celle-ci, c'est des choses qui vont sauter lorsque vous allez changer. Donc en général, on évite de trop switcher de l'un à l'autre. D'accord, et je suis bien dans un IDE en anglais, la file, edit, search, et ainsi de suite. Une personne qui, je vais lire les questions après, mais qui sont parlées des outils, en effet, il y en a un qui est connu, qui s'appelle PSI Lang. D'accord, je vais envoyer le lien à tout le monde. Non mais ouais, William l'a envoyé à tout le monde déjà. Donc, ok. Et a priori, ce que dit la personne, c'est qu'il y a une version en plus FireMonkey, donc voilà, ça peut être intéressant aussi. Qui par contre est un composant payant, quoi. Mais qui est connu aussi et qui fonctionne très bien aussi. Ouais. Ça permet également d'avoir de ce genre de composants comme ça permet d'avoir un seul et même dictionnaire, par exemple, d'accord, que je vais pouvoir extraire et puis passer à un traducteur qui va le traduire, et après je le récupère. Ok, donc c'est juste pour montrer vite fait, hein, comme on avait eu la question. On voit que c'est complètement différent hein, dans FireMonkey, comment c'est géré dans la VCL. Encore une fois, il existe des composants qui permettent de le faire aussi différemment. Est-ce que vous avez des questions? Apparemment, C++ ne propose pas les audits d'envoi. Oui, donc c'est l'envoi, ok. On peut exporter, importer un fichier langue. Oui, vous pouvez, oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. On l'a vu dans le FireMonkey, on a la possibilité d'exporter le fichier et en télécharger un du coup. Comment ça marche pour traduire les messages Delphi? Donc voilà, c'est le fichier const en fait hein, qu'on a vu. Qu'on a vu là. vcl.const, il doit y avoir le même dans FireMonkey, il faut juste. Je pense que dans FireMonkey, on va faire un test, mais. Hop, hop. Si je fais juste
const également. Ah, il ne va pas en vouloir par contre. Alors, fmx.const alors peut-être. Voilà, c'est fmx.const. C'est pareil. Donc là, on voit, on voit que Thierry a mis l'IDE en anglais, mais pas les bibliothèques, justement. La bibliothèque, oui. On pointe bien sur les bibliothèques en français, d'accord. Si j'avais changé les bibliothèques, j'avais mis anglais, je serais sur les bibliothèques en anglais. Après, il y a également un autre point qui est élevé par une autre personne là, sur la dernière question, où effectivement, si vous voulez faire de la traduction, il y a des mots-clés réservés du genre, quand on utilise const, en général, les outils vont pas prendre les constantes pour justement vous proposer de les traduire. Par contre, il y a effectivement un mot-clé ressource string, tu peux éventuellement montrer. Et là, par contre, en général, les ressources string, bah, du coup, oui, les outils vont récupérer automatiquement les ressources string. Si je fais ça, hein, par exemple. Ici, d'ailleurs, il y a également, si je fais par exemple, format.caption, bon, bonjour, d'accord. Donc ça peut être quelque chose que je veux vouloir traduire. Je peux le mettre en ressource string, alors je peux le faire moi-même, mais j'ai également, hein, si je me positionne dessus, dans refactoring, je suis en anglais, refactor, extract resource string, je mets le nom, str bonjour, ok, et j'ai un resource string ici qui a été créé. J'aurais pu le faire moi-même, et du coup après j'appelle les ressources string, et logiquement... Scan for strings. J'ai pas enregistré. Comme ça, il le fait en mémoire. Tu le verras pas en live, mais... Bon. Non, mais comme le ressource string, il est dans le code. Ok. Ok. Bon, on ne le récupère pas. Non, par contre, dans le code, en principe, là où tu as mis ton... Fais voir le code, le caption, et deux points égales. Là, tu vas mettre translate. Normalement, tu as une méthode translate sur le lang. Lang 1. Translate ou un truc... non, comment il s'appelle par défaut? Parce que moi, je l'ai traduit... string... ah, voilà, super, les élévations s'en fiche. Mince, comment je l'ai fait moi? Parce que moi, typiquement, ils sont dedans. Index of... Non, ouais, c'est un... C'est une... Mince. Une string list. C'est une string list, en fait. Tu peux l'utiliser. Ouais, exactement. Ouais. Langester, non, je pense que c'est les langages qui sont supportés. C'est la liste des langues, pardon. Ouais. Voilà. Mais par contre, c'est une string list lui-même, un truc comme ça, tu dois pouvoir taper... bah, ça doit être ressource, non? Peut-être. Moi, j'ai fait quoi? J'ai fait index of name, machin, et après, je fais value from index, donc... Point... non, c'est pas lui. Ah mais non, il est dans... C'est moi, Translate, il est dans FMX type. Donc... Ah, il est pas dans langue, en fait. Ouais. Ouais. Donc c'est peut-être ça. FMX type, langue, original ressource. Ceci dit, au passage, c'est ça que je voulais voir. Ouais, c'est ça, il enracine. C'est pas sur l'objet, en fait. Et du coup, il va se baser sur le lang qui est associé. Faut pas mettre l'objet. Donc c'est... Voilà, la translate. Translate ou translate texte, n'importe. Ça appelle la même chose. Et vas-y, et puis là, str, control space. Voilà. Et du coup, voilà comment on va traduire les chaînes. Du coup, il faut que je rajoute ici... Bon, bonjour.
Et sa traduction en US. Ah bah oui, il n'y a plus US. Ok. Et après, voilà, et tu décoches l'auto-select surtout. Sinon, il sera quand même à faire. Du coup, si je lance... Ouais. Super, ça marche. Au passage, c'est vrai que j'ai oublié. On dit il n'y a pas d'exemple et tout ça, mais si je vais dans Documents, hop, c'est où, Studio, 11.0, Sample, FireMonkey. J'ai un répertoire multilingue et j'ai une démo multilingue, voilà, avec une langue. Il y a même des labels qui expliquent concept of store une forme à quoi ça sert, et ainsi de suite. Donc le auto-select, c'est que s'il est à true, automatiquement, en fonction de... il prend la langue de l'OS en fait. D'accord. Et donc je traduis ici, d'accord. Donc il y a la démo également qui est fournie. Ok. D'autres questions? Non, pas d'autres questions? Ben, merci à tous pour votre participation, encore une fois. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode. Encore une fois, je répète, donc début de semaine prochaine, je ferai un mail avec les liens sur les vidéos. Pour mettre les épisodes, c'était 3, 14 et 15. Et on passera du temps pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur les vidéos que vous aurez vues. On fera la conclusion également du jeudi. Et surtout, je rappelle, on aura la chance d'avoir Marco Cantu avec nous qui sera présent et qui se connectera et qui sera là pour répondre à toutes vos questions. Donc, il ne faudra pas hésiter à venir se connecter et à poser toutes les questions que vous voulez à Marco Cantu. Il sera là pour y répondre. Voilà. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne soirée, une semaine pour vous reposer. Soyez présents la semaine prochaine, dernier épisode. On termine la saison 2 du Dev du jeudi. Marco Cantu présent. N'hésitez pas à suivre la chaîne sur YouTube. Et puis, voilà. Travaillez bien pendant une semaine pour mettre à profit tout ce que vous avez vu. Et on se donne rendez-vous jeudi prochain, 27 juin, pour le dernier épisode, le 17e épisode. Merci encore, bonne soirée, reposez-vous bien, à la semaine prochaine. Bye bye. Salut, bonne soirée.